Lorsqu'on a un problème d'yeux, on va aller voir un ophtalmologue, un spécialiste donc des yeux, plutôt que d'aller voir un généraliste. Et la question se pose également lorsqu'on entre dans le cadre professionnel. Est-ce qu'il faut être un généraliste ou plutôt être un spécialiste? Aujourd'hui, je vais discuter avec toi de tout ce qu'il faut considérer pour pouvoir choisir entre être un généraliste ou être un spécialiste. Tout à l'heure, je disais qu'il est important de considérer la technicité. Donc, on peut bien être un spécialiste et gagner beaucoup plus d'argent qu'un généraliste. Et c'est là que tout se trouve. Il s'agit essentiellement d'être mieux payé et éventuellement de travailler moins, n'est-ce pas? La deuxième chose à considérer entre être un généraliste ou un spécialiste, c'est en fonction du projet. De quel projet il s'agit? Lorsqu'on a affaire à un projet qui est très spécifique, on peut être interpellé, on peut vouloir plus avoir un spécialiste. Alors que lorsqu'on a affaire à un projet qui demande beaucoup de coordination, on a besoin d'un profil de généraliste qui va s'assurer que tous les spécialistes sont bien organisés ou travaillent pour atteindre le résultat. Donc la vraie question ici, c'est la nature du projet va déterminer donc si le profil de généraliste va être applicable ou celui de spécialiste. Et donc lorsque tu penses à est-ce que tu vas devenir un spécialiste ou un généraliste, il faut se demander souvent sur quel maillon de la chaîne du processus ou de l'organisation je me situe. Et en fonction de cela, tu vas donc actionner être un généraliste ou un spécialiste. Le troisième élément à considérer entre être un généraliste ou un spécialiste, c'est le profil de carrière. J'imagine très difficilement une personne qui a de la passion pour aider les gens à accoucher à dire qu'elle ira devenir médecin généraliste. Lorsque vous avez une passion pour quelque chose, lorsque votre profil, c'est ce que vous voulez vraiment faire, vous allez travailler pour aller dans ce sens-là. Donc le troisième aspect à considérer entre être généraliste et un spécialiste, c'est le profil de carrière. Il y a des métiers qui n'autorisent pas éventuellement d'être un généraliste. Si vous êtes une sage-femme, vous allez forcément être un spécialiste, une personne qui accouche. Il y a des domaines dans lesquels donc il faut absolument rester par exemple spécialiste plutôt que généraliste. Et lorsque je parle de profil, c'est également le profil en termes de choix que tu veux donner à ta carrière. Parce que rien n'est figé, n'est-ce pas? Donc tu peux commencer une carrière et te rendre compte que tu as envie d'aller un peu plus loin en profondeur, de devenir spécialiste ou simplement de sortir un peu du domaine très spécialisé pour devenir une personne plutôt généraliste. Donc le profil ici, il faut le voir non seulement en termes de ce que le métier dans lequel tu exerces dispose, mais également quel choix tu voudrais faire par rapport à ta carrière. Le quatrième point à considérer, c'est l'exigence du poste. Il arrive que tu fais face à des postes ou dans des domaines qui demandent des compétences pluridisciplinaires. Lorsque par exemple je prends un informaticien, on aura les full stack developers, on aura les front-end developers et les back-end developers. Donc il y aura des gens qui sont spécialisés dans la partie devant du logiciel et la partie derrière. Si tu es dans le domaine informatique, tu comprends ce que je veux dire. Et par rapport à ce profil-là, tu vas devoir donc développer des compétences dans plusieurs langages. Et à ce niveau, tu ne pourras pas simplement dire que tu connais exclusivement Java, mais tu vas développer d'autres langages, tu vas apprendre d'autres langages pour être plus pluridisciplinaire, pour être plus complet. Et donc ici, il s'agit également de tenir compte du profil. Est-ce que les choses que tu vas réaliser dans ton domaine sont plutôt de l'ordre pluridisciplinaire? Et donc, parlant de postes pluridisciplinaires, tu vas être dans une situation dans laquelle le poste va requérir des compétences plutôt de généraliste. C'est-à-dire, tu vas devoir cumuler plusieurs compétences spécifiques pour pouvoir prévaloir. Même dans le domaine de l'informatique pure et dure, tu vas être une personne généraliste parce que tu comprendrais tous les différents niveaux de langage, tu comprendrais ce qui se passe dans la dynamique de devant, donc front-end, et aussi de back-end dans la programmation. La quatrième chose à considérer entre être un généraliste et un spécialiste, c'est également ta personnalité. Est-ce que tu es de nature plutôt rassembleur, une personne qui aime fédérer les énergies, ou plutôt tu es de nature plutôt extrêmement précise ou précis. Donc cela va affecter quel type de profil tu vas développer, être un généraliste ou plutôt être un spécialiste. Cela va sans dire donc que si tu es une personne qui aime rassembler, qui aime coordonner, qui naturellement dans ta personnalité a une tendance à coordonner, tu vas aller vers des métiers qui vont être plutôt généralistes plutôt que des métiers qui sont spécialistes. Le plus important ici, c'est vraiment d'être en harmonie avec toi-même, d'être vraiment en liaison avec ce qui est au fond de toi, de ta personnalité. Et à ce niveau-là, lorsque tu veux vraiment trouver ce qui est en harmonie avec toi, parfois tu peux avoir besoin de discuter avec des gens qui sont dans le domaine, de discuter avec des gens comme moi ou bien d'autres coachs qui peuvent t'aider à pouvoir bien trouver dans quel domaine tu vas pouvoir avancer entre être un spécialiste ou un généraliste. Le prochain point que je voudrais aborder, c'est la marque de leadership. Lorsqu'on pense à un métier,
Être généraliste peut souvent s'attribuer à la voie du leadership. Donc, ton domaine peut exiger, à partir d'un certain nombre d'années d'expérience, de pouvoir démontrer du leadership. Et le leadership va devoir donc se détacher légèrement de l'aspect purement technique, programmation et rapportage, etc. pour prendre de la hauteur, pour pouvoir donner des orientations, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir écouter les autres, pour pouvoir superviser, pour pouvoir motiver, etc. Et cela va faire que ton profil de technicien ou de spécialiste à la base va être légèrement dilué et tu vas devenir une personne un peu généraliste. Donc lorsque je pense à être spécialiste ou être généraliste, il faut également tenir compte du leadership que tu dois montrer à partir du niveau de ta carrière ou à partir d'une situation donnée par rapport à un contexte spécifique. Le dernier point que je voudrais aborder par rapport à être un spécialiste ou un généraliste, c'est l'aspect où vous êtes un freelance, où vous êtes simplement un consultant. Et lorsque vous êtes dans cette situation-là, heureusement ou malheureusement, vous devez être suffisamment spécialiste. On attend d'un consultant, d'un freelance qu'il puisse montrer beaucoup de spécialisation pour régler un problème extrêmement précis. Rarement, on va chercher un consultant ou un freelance qui va être généraliste. Cela va sans dire que lorsque je vais aborder des métiers comme des freelance ou des consultants, je vais chercher à identifier quelle est la compétence spécifique que je veux apporter sur le marché. Quels sont les problèmes que je veux résoudre par rapport à ce que les entreprises cherchent ou par rapport à ce que les différentes organisations qui veulent ou personnes qui veulent mon profil cherchent sur le marché. Donc à ce niveau-là, le profil de freelance ou le choix de devenir consultant va affecter est-ce que tu vas être spécialiste ou plutôt généraliste. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi entre être un spécialiste ou un généraliste. Dis-moi, pour toi, être un spécialiste ou un généraliste, quel est ton choix et pourquoi? Dis-moi cela en commentaire. Et comme je te l'ai demandé, si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager, car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écrire en commentaire privé ou sur vip@limpatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye. S'imposer en milieu professionnel, c'est simplement pouvoir exprimer ses opinions dans le cadre professionnel, pouvoir se faire respecter pour ses opinions professionnelles, se faire admirer pour cela et tout cela en ne piétinant pas les autres, en ne faisant pas qu'elles se sentent très mal. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, je voudrais te demander de liker, de t'abonner et de partager et cela va permettre à cette vidéo d'être vue par d'autres personnes et de pouvoir améliorer leur niveau professionnel. La première chose pour se faire respecter en milieu professionnel, c'est de ne pas vous sous-estimer vous-même. Ne te sous-estime pas toi-même. Parce que lorsque tu te sous-estimes, tu auras un problème de confiance en toi. Tu ne pourras pas délivrer et les autres vont profiter de cela pour ne pas te respecter. Lorsqu'on remarque que tu ne te donnes pas toi-même de la valeur, les autres ne pourront absolument pas te donner de la valeur. Et lorsque je parle de ne pas se sous-estimer, il est important ici en tant que professionnel de pouvoir travailler sur ta valeur, que ce soit sur le plan technique, communication, etc. et de pouvoir augmenter cette valeur-là. Et lorsque tu augmentes cette valeur, il faudra maintenant pouvoir communiquer et montrer que tu as de la valeur aux autres. Parce que lorsque tu pourras démontrer cette valeur aux autres, et là les gens vont pouvoir également t'accorder la valeur que tu mérites. La clé ici, c'est de ne pas se sous-estimer. Parce que lorsque toi-même tu te sous-estimes, les autres ne pourront pas t'accorder de la valeur. La deuxième chose à faire pour se faire respecter au bureau, c'est de ne pas remettre plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Évitez d'être une personne qui reporte toujours les choses en fait. Lorsque tu veux obtenir le respect de tes collaborateurs au bureau, il faut être une personne qui délivre, qui s'assure que le travail est fait dans les temps et quand il faut le faire. Il faut absolument éviter d'être une personne qui ramène toujours au calendrier grec les choses les plus importantes à faire. Et à ce niveau-là, il est important de fuir tout ce qui ressemble à des compagnies ou à des personnes qui ne font jamais ce qu'elles promettent de faire. Il faut absolument pouvoir faire équipe et démontrer que lorsque tu dois faire une tâche, tu le fais dans les temps et dans les délais. Donc la deuxième chose à faire absolument pour mériter, gagner le respect de tes collaborateurs au bureau, c'est de ne pas reporter plus tard ce qu'on peut faire maintenant. La troisième chose à faire pour mériter le respect, c'est d'apprendre à dire non. Lorsqu'on est en cadre professionnel, on peut rapidement penser que pour se faire respecter, il faut se faire aimer, il faut se faire apprécier. Cela n'est pas le cas. Et lorsque tu cherches à forcément te faire aimer, te faire apprécier dans le bureau, tu vas être obligé de pouvoir accepter tout ce qu'on te demande. Et dans cette situation, tu seras acculé, tu seras surchargé, tu n'auras même plus d'espace pour toi pour souffler.
La réponse et la solution pour se faire respecter, c'est apprendre à dire non. Il faut que tu dises suffisamment de non pour que lorsque tu dises un ou deux oui, qu'on sache que oui, cette personne, lorsqu'elle a dit oui, lorsqu'elle a accepté, elle va absolument faire ce pourquoi elle s'est engagée, ce dans quoi elle a dit oui et ce pourquoi elle a accepté porter un flambeau ou bien porter une responsabilité. La quatrième chose à faire pour se faire respecter et se faire imposer au travail, c'est de toujours garder son calme. Se faire respecter n'est pas une question de précipitation ou de vite parler, non. Il s'agit, pour se faire respecter, de vraiment maintenir son calme. Il faut que tu aies un sang-froid. Il ne s'agit pas non plus, lorsque tu veux te faire respecter, d'être une personne colérique qui s'énerve vite et qui rapidement mine ou renfrogne la mine face à un désaccord ou à un léger malentendu. Il est important pour toi de rester très calme, de pouvoir prendre de la hauteur par rapport aux situations. Et c'est en faisant cela et en montrant cela que tu vas pouvoir te faire respecter par tes collaborateurs et même par ton supérieur hiérarchique. Et lorsque je parle de rester calme, lorsque vous restez calme, lorsque tu arrives à maîtriser tes émotions, à rester calme, à ne pas te mettre en colère, tu gagnes non seulement l'admiration, le respect par le travail que tu fais, mais surtout par l'attitude. Et ici, il est extrêmement important de mettre ceci en valeur. Une grande partie du respect dans le cadre professionnel se gagne par l'attitude. Pas seulement par le travail technique ou le rapport que tu envoies, mais surtout par l'attitude que tu montres dans les différentes relations que tu as avec les personnes. Le cinquième conseil pour mériter et gagner le respect, c'est de ne pas sous-estimer son travail, plutôt même de le défendre. Lorsqu'on veut gagner le respect, une chose est d'avoir la bonne attitude. Et lorsqu'il s'agit maintenant de ton travail, lorsque tu fais ton travail, il faut être prêt à défendre son travail. Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir réfractaire au feedback ou aux critiques, mais il faut être prêt à défendre le travail rigoureux que tu as fait. Lorsque tu t'es investi pour produire un rapport, il faut être prêt à défendre les différentes analyses que tu as faites pour justifier pourquoi tu as fait cela dans ce sens plutôt qu'un autre. Donc, il s'agit ici de vraiment se munir des arguments pour défendre son travail et vaillamment pouvoir le présenter pour convaincre. Il ne s'agit pas de rester réfractaire ou de dire non, mon travail est le parfait, le meilleur au monde. Il faut rester ouvert ou critique, mais il faut arriver à défendre son travail en avançant des arguments techniques et en montrant également comment est-ce que la qualité du travail que vous avez fait va pouvoir faire obtenir à l'entreprise ou au projet des résultats spectaculaires, des résultats positifs. Parlant de défendre son travail, lorsqu'on va attaquer ton travail pour dire qu'il n'est pas de meilleure qualité, il faut rester calme et pouvoir le défendre tout en n'étant pas mal poli ou impoli. Il faut simplement montrer et ressortir les arguments qui justifient que ce travail a été bien fait de manière professionnelle, de manière éthique, simplement tout en gardant son sang-froid. Le sixième conseil pour gagner le respect et s'imposer au travail, c'est de ne pas courir après les gens. Il y a des personnes qui sont très spécialisées en lèche-bottes. Donc, ces personnes-là sont tout le temps en train de vous jeter des fleurs, en train de vous faire des caresses dans le sens du poil pour obtenir des faveurs. Pour mériter le respect, tu ne dois pas tomber dans ce panier-là. Tu dois rester une personne qui est fière de son travail, qui défend son travail, mais qui ne fait pas la course derrière les gens, qui ne demande pas ou qui ne quémande pas plutôt et qui n'est pas là en train de toujours faire la courbette. Donc, il est important pour toi de ne pas courir derrière les gens si tu veux mériter le respect. Le respect, c'est un mélange de crainte et également de distance que tu crées avec les personnes. La dernière chose à faire lorsque tu veux vraiment mériter le respect, c'est de pouvoir écouter, de savoir écouter les gens et de donner ton avis. La communication est extrêmement importante. Et lorsque tu es en situation professionnelle, la qualité de l'écoute, la manière dont tu écoutes les gens, l'empathie dont tu fais montre, comment tu les valorises, tout ceci va également influencer le respect que tu vas recevoir en retour. Et le respect, c'est très simple. Si tu accordes du respect aux gens, systématiquement, souvent les gens vont t'accorder le respect en retour. Si tu as envie de t'exercer sur comment est-ce que tu communiques mieux, comment est-ce que tu arrives à démontrer ta valeur, regarde en commentaire, j'ai mis le lien sur le club interview Elite, le CIE, dans lequel nous pratiquons différentes situations pour te permettre d'avoir la confiance en toi, pour te permettre de pouvoir mieux te défendre et valoriser et faire valoriser ton travail. Regarde en commentaire, tu pourras cliquer et rejoindre le club Interview Elite dans lequel nous travaillons sur ces différents aspects-là qui vont permettre à ce que tu puisses t'imposer et te faire valoriser au travail. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager sur comment s'imposer et se faire respecter en milieu de travail. Dis-moi, comment est-ce que toi tu obtiens le respect?
en milieu de travail. Et si tu as aimé cette vidéo, si tu as trouvé de la valeur, rappelle-toi de liker et de t'abonner et de partager. Car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Ou travaille avec moi, m'écris un commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Le réseautage est le moyen le plus utile, le plus rapide pour être informé de nouvelles opportunités, pour avancer vite. Et votre carrière va prendre une tournure différente lorsque vous auriez développé un réseau fourni, un réseau riche. Et donc, écoute cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux éviter des erreurs qui vont plomber ton réseau et qui vont donc par conséquent affecter comment est-ce que ta carrière va avancer ou simplement tes business. Je vais partager donc aujourd'hui 7 erreurs à absolument éviter lorsque tu es en train de faire du réseautage. La première erreur à éviter lorsqu'on parle de réseau, c'est de ne pas chercher à étendre son réseau. Le réseau doit être étendu à plusieurs personnes. En réalité, lorsque tu fais du réseau, que tu es en train de faire du réseautage, il faut penser à plusieurs couches en fait. Dans la vie, on a besoin de toutes les catégories de personnes, que ce soit des gens qui sont dans ton domaine spécifique, mais des gens dans les domaines connexes, des mécaniciens, des soudeurs, d'un peu de tout en fait. Et par expérience, c'est la grandeur et la diversité de ton réseau qui va t'aider à vite trouver de l'emploi ou à être informé des différentes opportunités. Donc ici, la première erreur à absolument éviter, c'est de ne pas étendre son réseau. C'est la première erreur à ne pas commettre. La deuxième erreur en matière de réseautage, c'est de ne pas avoir de stratégie. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut avoir un réseau étendu et varié. Mais cela dit, il faut également être intentionnel. Une erreur à absolument éviter, c'est de ne pas avoir de stratégie en matière de réseautage. C'est-à-dire d'être là à tout va et d'ajouter tout le monde à votre carnet d'adresse. Il faut être intentionnel par rapport à qui vous acceptez dans votre réseau ou qui entre dans votre réseau. Et cela dit, il faut être donc très sensible aux futilités et aux différentes personnes qui sont juste là pour vous distraire ou qui sont là pour vous prendre de votre précieux temps ou de votre attention. Aujourd'hui, le temps et l'attention sont les monnaies les plus chères. Le temps que tu occupes ou que tu consacres à faire quelque chose ou l'attention que quelque chose prend dans ton esprit, le fait d'y penser est extrêmement délicat. Et donc, il faut être méticuleux sur quelle personne tu autorises ou tu n'autorises pas à entrer dans ton réseau. Donc ici, il s'agit vraiment d'être intentionnel. La troisième erreur à absolument éviter dans le résultat, c'est de cacher ses intentions. Les personnes humaines, les hommes et les femmes ne sont pas dupes. Donc lorsque nous entrons dans une relation, autant que faire se peut, il faut communiquer sur ses intentions. Vous pouvez, dans la première interaction, dire « Moi, j'apporte telle solution aux personnes. » Par exemple, si moi, je me présente, je dis « J'ai des professionnels compétents à s'expatrier. Et vous, que faites-vous » Et lorsque je dis cela, je cherche à savoir en même temps comment est-ce que je peux aider l'autre. Et la manière dont je me présente également permet à l'autre de savoir quelle est mon intention, qu'est-ce que je lui apporte. Et quand je déplace cela d'un point de vue virtuel, lorsque tu entres en relation avec des gens sur le plan virtuel, sur LinkedIn ou sur Facebook, il est important de pouvoir clarifier tes intentions. Ne pas simplement dire bonjour, salut et s'arrêter là. Il faut aller plus loin et dire pourquoi est-ce que tu entres en relation, qu'est-ce que tu espères ou qu'est-ce que tu voudrais apporter à la personne. Donc, la troisième erreur à éviter forcément lorsqu'on parle de réseautage, c'est de cacher ses intentions. La quatrième erreur à éviter, c'est de se rapprocher des gens seulement en cas de besoin. Un réseau, c'est un groupe de personnes, c'est des gens, c'est des relations humaines au-dessus de tout et avant tout. Donc, de temps en temps, prendre des nouvelles des gens, donner de ces nouvelles également, apporter des informations, partager des choses pour inspirer, pour booster, pour donner de l'information. Tout ceci est intéressant pour un réseau. Donc, une erreur à éviter, c'est de se rapprocher des gens seulement lorsqu'on a besoin d'eux. Et ça, c'est une erreur grave qu'il faut absolument éviter. Et cette erreur-là, elle est vraiment là, c'est une grande tentation. Surtout lorsque vous êtes un professionnel ou une personne occupée, il faut faire très attention pour ne pas verser dans ce cas où vous ne contactez les gens que lorsque vous avez besoin de ces personnes-là. La cinquième erreur à éviter, c'est de ne pas apporter de l'aide aux autres. Un réseau s'entretient et s'auto-entretient. Donc il est important, autant vous allez bénéficier du réseau, lorsque tu es dans un réseau, il faut apporter ton aide, il faut apporter de la valeur. Apporter son aide, c'est apporter de l'information,
apporter du soutien, apporter de l'encouragement, faire de la connexion qui ne coûte absolument rien, de la mise en relation, et ceci est très important dans le réseau. Il faut être autant que faire se peut une personne qui apporte quelque chose dans le réseau, qui a juste de la valeur, qui est surtout là pour aussi aider les autres dans le réseau. Et c'est cela qui entretient et qui vous permet également de tirer avantage ou profit de votre réseau. Donc cette erreur à éviter, c'est de ne pas apporter de l'aide à son réseau. La sixième erreur à éviter, c'est d'attendre des résultats immédiats. Il y a des personnes qui veulent tout de suite, lorsqu'elles entrent en relation avec une personne, obtenir du résultat demain, c'est-à-dire c'est comme si c'est du donnant-donnant, c'est de l'échange. Donc aujourd'hui on a commencé la relation, je veux déjà tirer tout, c'est comme une vache à lait, je veux déjà presser tout et sortir tout de cette personne-là. Cela n'est pas possible malheureusement et cela n'est pas bien dans la construction de réseaux de qualité. Un réseau, tu le construis aujourd'hui pour en bénéficier demain, après-demain, dans le futur en quelque sorte. Donc aucun réseau ne produit son résultat immédiatement. Donc il faut prendre le temps pour construire le réseau et être patient pour pouvoir récolter les fruits dans le futur. Donc ici, l'erreur à absolument éviter, c'est de vouloir obtenir des avantages ou des résultats de son réseau immédiatement, like SAP, comme les Anglais disent, as soon as possible. La dernière erreur à éviter dans un réseau, c'est de critiquer les autres. D'être une personne acerbe de critiquer, tout le temps est là pour dire aux gens ce qu'elles ne font pas bien et rarement encourager les gens. Donc personne n'aime être critiqué, d'être attaqué. Donc lorsque tu es dans un réseau, une erreur à absolument éviter, c'est qu'on ne t'attache l'étiquette de personne qui est toujours là à critiquer. Critiquer. C'est bon quelquefois d'être une personne qui aide à améliorer, mais porter le manteau, le chapeau de quelqu'un qui n'est là que pour critiquer les autres est une erreur grave à commettre dans un réseau. Voilà quelques conseils que je voulais partager avec toi, quelques erreurs à absolument éviter parlant du réseau. Dis-moi en commentaire selon toi, quelle est l'erreur la plus grave à éviter lorsqu'on est en train de construire un réseau. Dis-moi cela en commentaire et on discute. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marie Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, écris un commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com. Et sur ce, à bientôt. Portez-vous bien. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques notions essentielles sur le développement personnel pour te permettre de mieux cerner tout ce qui peut entrer dans le développement personnel. Parce qu'en tant que professionnel, le développement personnel et le développement professionnel peuvent être très liés parce que ce qui se passe dans ta vie professionnelle va affecter positivement ou négativement ce qui se passe dans ta vie personnelle. Ces dernières années, le développement personnel est un thème très en vogue. Beaucoup de livres sont sortis, beaucoup de personnes en parlent, des coachs sont nés par-ci, par-là. Et cette notion-là peut être source de confusion. Donc aujourd'hui, je veux partager quelques éléments. La première chose, lorsqu'on pense au développement personnel, la première chose qu'on étudie souvent, c'est la relation avec soi-même. Et ici, il s'agit en fait de pouvoir étudier les motivations profondes. Qu'est-ce qui, au fond de toi, vous pousse ou te pousse à pouvoir agir? Qu'est-ce qui te pousse à prendre des décisions dans tel sens ou plutôt dans un autre? Et lorsqu'on parle de décision, c'est également tout ce qui va te permettre donc de faire tel choix de carrière, d'être motivé au travail ou de ne pas l'être. Et lorsqu'on étudiera dans le développement personnel la relation avec soi-même, on va également mettre un accent et identifier les mauvaises habitudes qui vont être rapidement soit mises de côté ou on va étudier une manière de ne pas leur donner beaucoup d'importance parce que la relation avec soi est un fondement essentiel pour le développement personnel. Et dans ce travail de relation avec soi, on va également travailler pour identifier quelles sont les différentes sources de distraction, tout ce qui t'empêche de pouvoir avancer vers tes objectifs de développement personnel ou vers simplement ton épanouissement en tant qu'individu. La deuxième chose qu'on considère lorsqu'on étudie le développement personnel, c'est la relation avec les autres. L'être humain est un être social, donc nous sommes dans un environnement. Et même s'il ne s'agit pas de vouloir plaire aux autres, tout ce que nous faisons influence les autres et nous recevons également un feedback de tout ce que nous faisons par rapport aux autres.
Donc, lorsqu'on fait du développement personnel et qu'on étudie la relation avec les autres, il s'agit pour nous ici de pouvoir identifier quels sont les signaux ou les feedbacks que nous recevons des autres et comment cela nous influence positivement ou négativement. Et l'objectif en étudiant la relation avec les autres, c'est de pouvoir ressortir l'intelligence sociale, la sociabilité, pour te permettre de pouvoir maintenir et entretenir des relations cordiales avec ton environnement. Et tout ceci est extrêmement bien pour ton épanouissement dans la communauté. La troisième chose, lorsqu'on étudie le développement personnel, c'est la relation avec son vécu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis ton enfance? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ton environnement? Qu'est-ce qui se passe et comment tous ces éléments qui se passent autour de toi influencent tes choix, influencent tes modes de pensée, influencent ce que tu ne fais pas éventuellement. Et lorsqu'on étudie la relation avec le vécu, on essaie d'identifier tout ce qui peut être à la base de différents choix. Ça peut être des traumatismes, ça peut être des choses qui t'ont vraiment marqué depuis l'enfance, des attitudes par exemple de méfiance systématique avec d'autres personnes ou des attitudes de naïveté ou de confiance extrême. Donc tout cela va être étudié dans la relation avec le vécu lorsqu'on est en train de faire du développement personnel. Dans la vie professionnelle comme dans la vie de tous les jours, tu auras des feedbacks. Les gens vont t'attaquer, les gens vont te faire des reproches. Et lorsqu'on n'arrive pas à concilier, à bien étudier sa relation avec son vécu, on n'arrive pas à surmonter ces différentes situations dans lesquelles on se retrouve en adversité parce que les autres vous attaquent éventuellement ou vous font des reproches par rapport à un certain nombre de comportements ou de situations. Le point le plus important ici, lorsque l'on étudie la relation avec son vécu, c'est de s'apprêter à pouvoir faire face à ce qui va vous confronter, à ce qui va vous rendre mal à l'aise dans les relations avec les autres. La quatrième chose, lorsqu'on fait le développement professionnel, c'est la relation avec les valeurs. Il est important, et ceci je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, lorsque nous travaillons, il faut rester conforme avec ses valeurs. Et donc lorsqu'on est en train de faire le développement personnel, on va entrer dans l'étude, dans l'analyse de vos valeurs, des valeurs que tu défends. Et ces valeurs-là sont extrêmement importantes parce que cela va te guider. Et si tu vas en dehors ou bien si tu dévies trop de tes valeurs, cela également peut poser un problème d'estime de soi, de confiance en soi et de se sentir simplement épanoui. Donc ici, vraiment, il est important lorsqu'on fait du développement personnel de pouvoir également étudier l'alignement que tu as avec tes valeurs. Et parlant de valeurs, il y a beaucoup de valeurs que tu peux avoir, n'est-ce pas? L'entraide, la générosité, le partage, la vérité, et tout ceci est extrêmement important. Et lorsque donc on fait le développement personnel, on va chercher à voir est-ce qu'on s'aligne sur ces valeurs-là. Il y a des valeurs qui peuvent être des valeurs morales, il y a également des valeurs qui peuvent être des valeurs professionnelles, la rigueur, l'assiduité, la discipline, etc. Similairement, lorsque tu es une personne qui change vite ses valeurs également, il faudra en être conscient et mesurer l'amplitude ou les conséquences que cela peut avoir dans tes relations avec les autres. Par exemple, si tu changes beaucoup vite tes valeurs, les gens peuvent ne plus savoir à quoi s'attendre lorsqu'on collabore avec toi. Ça peut effriter un peu les relations. Et d'un autre côté, si tu es une personne qui a des valeurs plutôt constantes, on peut s'attendre à un certain nombre de comportements de ta part. On peut savoir que, ok, face à une situation telle, voici comment telle personne va réagir et cela facilite éventuellement les relations. La sixième chose dont il faut être conscient lorsqu'on parle de développement personnel, c'est un plan de développement. Et ici, ceci est extrêmement important. Lorsqu'on parle de plan de développement, il s'agit de définir des objectifs, donc de dire, voici ce que je veux atteindre par rapport à ma vie. Ça peut être simplement personnel de vie ou également professionnel. Donc, qu'est-ce que je veux atteindre dans mon métier, dans mon domaine de vie? Et par rapport à cela, il faut définir des objectifs, pouvoir se faire accompagner, traquer ces objectifs-là, pouvoir les réaliser, Et évidemment, lorsque je parle de définir des objectifs, de s'assurer que ces objectifs-là sont smart et pouvoir les mettre en œuvre, s'assurer que tout est bien organisé, que tu as le soutien nécessaire de la famille, que tu as l'appui des collaborateurs et tout ceci pour te permettre de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et parlant d'objectifs, lorsque tu définis donc ces objectifs-là en parlant de développement personnel ou professionnel, il faut s'assurer que les objectifs sont suffisamment grands pour te booster, pour te donner de la motivation pour aller vers ces objectifs-là. Et lorsqu'on parle d'objectifs, on ne pourra pas parler seulement d'objectifs en oubliant tout ce qui
se faire dans le présent ou le passé. N'est-ce pas? Il faudra faire un état des lieux de la situation passée et éventuellement de la situation actuelle, se demander où est-ce que je me situe par rapport à ce que je veux devenir, par rapport à ce que je veux faire de ma carrière, par rapport à ce que je veux simplement faire de ma vie. Et lorsqu'on fait ce diagnostic-là, on se projette mieux à l'avenir, on se projette mieux vers ce qu'on veut atteindre comme objectif. Si tu es intéressé par l'expatriation compétente, j'ai mis en bas un webinaire sur le plan international de carrière qui va te permettre de penser toute ta carrière de A à Z et de pouvoir t'assurer qu'il n'y a aucune pièce qui manque dans la planification et l'exécution de ta carrière internationale. Le septième élément dont je voudrais parler qui est extrêmement important lorsqu'on parle de plan de développement personnel ou professionnel en général, c'est de ne pas manquer de savourer l'instant. Ce que j'ai dit peut paraître très sérieux, très formel ou un peu trop serré. Mais il faut se rappeler, tout ceci, c'est pour bien vivre, c'est pour savourer la vie, savourer les moments que l'on passe sur cette terre. Et donc, lorsqu'on parle de plan de développement, il faut vraiment se rappeler qu'il faut savourer tout ceci. Et lorsque vous travaillez avec moi, l'impatient, on s'assure que à toutes les étapes, que vous ne soyez pas une personne anxieuse. On s'assure de mettre du fun, de s'assurer qu'il y a des éléments de distraction. On s'assure que tout n'est pas morose et que tout n'est pas trop coincé, serré. Et donc voilà quelques éléments que j'ai voulu partager avec toi sur le développement personnel. Dis-moi ce que tu penses sur ceci. Et à ton avis, quel est l'aspect le plus important du développement personnel? Dis-moi cela en commentaire. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker et de t'abonner à cette chaîne-là et de partager cette vidéo, car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Vous travaillez avec moi, m'écrivez en commentaire privé ou sur vip@lespatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye. Le premier signe qui montre que tu n'es pas en train d'évoluer dans ta carrière, c'est le manque de challenge. Le manque de challenge se caractérise par quoi? Lorsque tu es dans une situation dans laquelle plus rien ne te bouge, tu n'as plus de motivation, de booster qui montre que tu dois accomplir des résultats spectaculaires, qui montre qu'il faut que tu fasses des choses, que tu avances, ça veut dire qu'il n'y a plus de challenge. Et quand on est face à cela, ça veut dire que ta carrière est statique ou ta carrière risque de ne pas du tout avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se créer des objectifs de délai, des objectifs en termes de rapidité, des objectifs en termes de qualité de service à améliorer dans tout ce que tu fais. Et lorsque tu travailles sur ces différents objectifs d'amélioration de délai, de rapidité, de qualité, entre autres, tu pourras avancer dans ta carrière. Donc la première chose, le premier signe qui montre que ta carrière n'avance pas, c'est le manque de challenge. Et parlant de défis, tu dois te créer non seulement des défis de délai, de rapidité, mais des défis d'innovation également, te booster pour te dire comment est-ce que tu peux innover, comment est-ce que tu peux devenir meilleur dans ce que tu fais par rapport à hier, comment est-ce que tu peux devenir meilleur par rapport aux autres qui sont dans ton domaine. Et toujours, comment est-ce que tu peux être meilleur par rapport à toi-même. Parce que le plus important, c'est d'être une meilleure version de soi-même par rapport à ce que l'on a été hier. Le deuxième signe qui montre que tu n'avances pas dans ta carrière, tu peux déjà l'imaginer. Money, 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 c'est l'argent. Si ton revenu n'a pas bougé au fil des 2 dernières années, c'est que tu n'avances pas dans ta carrière. Si le revenu n'a pas bougé et que si les avantages également n'ont pas du tout changé, c'est un signe que ta carrière n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Il faut soit chercher immédiatement à négocier, donc à chercher à obtenir de meilleures conditions de travail ou simplement chercher à quitter. Mais cela dit, le signe qui montre que ta carrière n'avance pas, c'est que ton revenu est statique. Et l'on sait une chose, le revenu que tu as aujourd'hui ne suffit pas pour faire des choses demain ou après-demain parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation qui affecte ton niveau de vie, qui affecte ta capacité de pouvoir subvenir à tes besoins et de t'offrir toi-même et à ta famille, les meilleures conditions. Un signe qui ne trompe pas par rapport au fait que tu n'évolues pas dans ta carrière, c'est que ton revenu est statique. Le troisième signe qui ne trompe pas également et que ta carrière n'évolue pas, c'est le manque de promotion. C'est quand la dernière fois tu as eu un changement de titre ou un changement de responsabilité. Si tu ne l'as pas eu au fil des 2 dernières années ou 3 dernières années, c'est que ta carrière n'avance pas. Et lorsque je parle de changement de responsabilité, cela est très important. Que ce soit à la fonction publique ou même dans le secteur privé, et n'en parlons pas même dans les organisations internationales, il est important qu'on voit de la progression. Il est important que tu changes de titre de poste. Je connais des gens qui font le même
poste depuis des années et qui n'ont pas vu des changements de titre. Si tu es dans cette situation, c'est que, mon ami, ta carrière n'avance pas. Et il est important que tu trouves une solution à cela. Le quatrième signe qui prouve que ta carrière n'avance pas, c'est le manque de motivation. Est-ce que les matins, quand tu te réveilles, tu n'as vraiment pas envie d'aller au bureau? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu te dis merde, encore une journée de dur labeur, une journée de misère ou de galère? Si c'est le cas, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs déjà qui se sont accumulés et ce n'est que la manifestation de tout ce qui existe en bas qui montre que ta carrière n'avance pas. Donc le manque de motivation par rapport à son travail est un signe que ta carrière n'avance pas. Mais attention, il ne faut pas confondre cela à un manque de motivation passager qui arrive 1 ou 2 fois. Ça arrive à tout le monde, moi y compris. Mais lorsque c'est fréquent, c'est répétitif et que pour toi c'est devenu la norme, c'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu n'as pas du tout envie d'aller au travail ou tout simplement que tu ne sens plus que tu es en train de contribuer à quelque chose de grand dans ta carrière, mon ami, ça veut dire que ta carrière n'avance pas. Il faut trouver une solution par rapport à cela. Le 5e signe qui montre que ta carrière n'avance pas, c'est si l'entreprise connaît beaucoup de pertes. En fait, lorsque tu es dans une entreprise et que tu travailles bien, que tu apportes de l'énergie, en principe, l'entreprise doit avancer, l'entreprise doit changer ou avoir des performances. Mais lorsque tu te rends compte que toute l'entreprise est relativement statique et que même on perd des revenus, il n'y a plus de chance que ta carrière avance. C'est comme si simplement tu es dans une situation statu quo, c'est-à-dire où tout se dégringole, tout est en train de vraiment se perdre. Lorsque tu te trouves dans cette situation et que tu vois que les signaux sont au rouge et que l'entreprise n'avance pas, mon frère, ma soeur, ça veut dire que ta carrière n'avance pas. Tu es carrément dans un environnement qui n'avance pas. Et lorsqu'on se trouve dans un environnement qui n'avance pas, il est difficile, parfois même, disons, impossible d'être la seule personne qui avance dans cet environnement-là. Donc, il est important de pouvoir être très attentif à est-ce que l'entreprise est en train de faire du chiffre? Est-ce que l'entreprise est en train d'évoluer? Et face à cela, tu pourras savoir si ta carrière actuelle est en train d'avancer ou simplement tu es statique, tu es au même endroit ou carrément même que tu es en train d'aller en arrière. Le 6e signe qui montre que ta carrière n'avance pas, c'est qu'il y a un désaccord avec ton corps. Est-ce que ton corps te lâche? Est-ce que tu ne te sens plus dans ton corps physique? Lorsque ton corps te lâche, lorsque tu as des problèmes d'insomnie, lorsque tu as vraiment des problèmes qui montrent que tu ne peux plus soutenir le rythme de travail, c'est que mon frère, ta carrière n'avance pas. Et je vais expliquer pourquoi je dis cela. Lorsque ton corps ne t'accompagne plus, tu seras beaucoup malade. Lorsque ton corps ne t'accompagne plus, tu auras des problèmes, tu ne pourras pas délivrer. Lorsque ton corps ne t'accompagne plus, c'est potentiellement parce que tu as accumulé des fatigues, tu es allé trop à l'extrême, tu as trop travaillé par rapport à ce que tu devrais gagner. Donc en quelque sorte, tu as fourni peut-être trop plus d'efforts que tu n'en es récompensé. Et lorsque cela se passe comme ça veut dire que tu as, je vais donner cet exemple, tu as puisé de l'eau et que tu as allé verser l'eau là dans la mer. Est-ce que la mer a besoin d'eau? Non. Donc il est important de faire attention à est-ce que ton corps te donne des signes que vraiment tu ne peux plus tenir à ce rythme-là. Lorsque tu es dans cette situation dans laquelle ton corps ne répond plus par rapport au stress du travail, par rapport aux sollicitations, il faut faire très attention parce que c'est un signe qui montre que ta carrière n'avance pas. Parce que j'aime le dire, lorsqu'on travaille, lorsque l'âge avance, il faut aller vers des métiers ou vers des fonctions qui demandent moins d'efforts, mais qui demandent plus, qui valorisent ton expérience et qui vont donc payer plus ton expérience, tout ce que tu as emmagasiné au fil des années. Et c'est cela même la portée de, par exemple, d'aller à l'international pour les personnes que nous accompagnons. Et j'aime souvent leur dire, l'expatriation est un accélérateur d'accomplissement de ses rêves. Et lorsque je parle du corps, ce n'est pas seulement le corps physique, n'est-ce pas? Il faut également voir la santé mentale, la santé psychique et tous ces éléments-là sont importants. Lorsque ta santé mentale est en jeu par rapport à un poste, cela veut dire que potentiellement ta carrière n'avance pas parce que tu es là et tu es en train de t'enfoncer progressivement. Et il faut absolument faire quelque chose pour quitter cette situation-là. Le dernier signe que ta carrière n'avance pas, c'est qu'il faut un plan d'élaboration. Et ceci est un peu contraire à ce que tu peux penser. Je vais expliquer. Lorsque tu es dans une situation dans laquelle ta carrière n'avance pas, c'est que tu as besoin d'un plan. Et peut-être tu as déjà fait des plans une fois et ça a échoué. Lorsque tu es dans cette situation où tu as fait des plans et ça a échoué et que tu as encore besoin de plans pour ressortir de cette situation, c'est que ta carrière n'avance pas. Mais je vais te rassurer, si tu as envie de sortir de cette situation-là, où tu fais des plans pour que ta carrière avance, ça ne marche pas, écris-nous. Nous avons construit l'expertise, nous avons aidé des gens à accomplir leurs rêves, à se sentir mieux, à changer positivement leur vie
Et si ceci t'intéresse, écris-nous en commentaire, écris-moi sur vip@limpatient.com et on pourra discuter pour voir comment t'accompagner pour t'aider à vraiment décoller ta carrière, pour arrêter cette situation dans laquelle tu es, qui n'est du tout pas bonne parce que tu te retrouves et ta carrière n'avance pas. Voilà quelques signes que j'ai voulu partager avec toi sur est-ce que ta carrière avance. Dis-moi en commentaire lequel des signes est vraiment fort, qui montre que la carrière de quelqu'un n'avance pas. Dis-moi cela en commentaire. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker et de t'abonner et de partager, car partager c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne le professionnel compétent à cette partie. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@limpatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye. La première chose pour bien vendre, c'est d'être convaincu qu'on est le bon produit. Pour que tu sois invité à une interview, c'est que tu as envoyé ton dossier, ton CV, ta lettre de motivation et qu'on t'a présélectionné. Donc déjà, cela c'est un grand accomplissement. Et à cause de cela, tu dois donc déstresser, vraiment être cool. Cela dit, lorsque tu vas en entretien pour bien te vendre, pour bien te présenter, tu dois te convaincre que tu es le bon produit. Et ceci est extrêmement important. Tu dois te convaincre de tes qualités, de tes atouts et surtout, parlant de l'expatriation compétente ou de décrocher un emploi de rêve, tu dois te convaincre que tu as tout ce qu'il faut pour résoudre le problème de cet employé-là. Donc la première chose pour bien vendre, c'est d'être convaincu qu'on est le bon produit ou la bonne solution pour l'entreprise qui recrute. Et par rapport à être le bon produit, c'est également bon choisir comment bien communiquer pour impressionner positivement l'entreprise qui va recruter. La deuxième chose, c'est de préparer son pitch. En marketing, on dit que lorsqu'on va vendre un produit, il y a la promesse de vente. Donc lorsque tu vas en entretien, il faut entretenir la promesse. Qu'est-ce que tu vas apporter comme solution à l'entretien? Et à ce niveau-là, il est important de préparer ton pitch. La préparation est l'arme ultime qui va te permettre de réussir ta prestation, de pouvoir mieux te vendre en entretien d'embauche. Et parlant de préparation, si tu es intéressé, je vais mettre en commentaire un lien qui te permet de rejoindre le club d'interview élite. Et dans ce club-là, nous partageons des conseils qui vont te permettre de pouvoir améliorer ta prestation d'interview et de pouvoir positivement impressionner le recruteur. La troisième chose pour bien se vendre, c'est de répéter son argumentaire. J'ai dit précédemment qu'il faut bien le préparer. Mais non seulement il faut le préparer, mais il faut bien le répéter. Il faut passer suffisamment de temps à répéter ton argumentaire au point où c'est tellement ancré en toi et cela va venir donc naturellement. Donc pour bien réussir ta prestation et bien te vendre, il faut répéter ton argumentaire. J'aime dire aux gens, les questions les plus classiques qui viennent en entretien, surtout les personnes que nous accompagnons, il faut vraiment préparer ces questions-là par rapport à votre profil et pouvoir les réciter au bout des doigts. Et donc la répétition de ton argumentaire, de tes expériences, de tes accomplissements, de tes forces, de tes faiblesses, bref, tout ce qui vient comme question difficile à l'entretien, les répéter suffisamment va te permettre de pouvoir mieux te vendre en entretien d'embauche. Et si tu es intéressé, regarde, j'ai mis le lien sur le cours Réussir mon interview international qui comporte 42 questions avec les réponses écrites. Et ces questions-là vont te permettre de pouvoir mieux te préparer et de pouvoir mieux répondre et ultimement de pouvoir mieux te vendre aux recruteurs. Et parlant de répéter son argumentaire, il s'agit de vraiment penser tout en détail jusqu'à aller à penser aux anecdotes, aux histoires que tu vas raconter pour alimenter, pour agrémenter la conversation avec le jury. Et donc, dans la répétition et dans la préparation en général, il faut vraiment aller dans le détail. Il faut faire une préparation de minutie, il faut une préparation minutieuse, il faut aller dans les détails, il faut vraiment se préparer parce que lors de cette interview-là, lors de l'interview auquel tu vas faire face, il y aura de la compétition et à ce niveau-là, il faudra vraiment être bien outillé pour pouvoir mieux se vendre. La quatrième chose à faire pour mieux se vendre, c'est la première impression. First impressions count. Always count. First impression counts. Donc, lorsque tu vas à l'entretien et que tu veux bien te vendre, la première impression est très importante. Comment est-ce que tu t'es habillé? Ta gestuelle, ton sourire, lorsque tu débarques dans la salle, comment est-ce que tu regardes les membres du jury? Tout ceci va affecter ta manière, ta capacité à pouvoir les convaincre. Donc, parlant de première impression,
lorsque tu seras en entretien et que tu as une carte de visite, il est idéal de la donner peut-être, ou il est idéal de pouvoir donner quelque chose pour garder les liens, pour créer la bonne entente. Dans tous les cas, si tu vas à un entretien, si ce n'est pas Zoom ou même si ce n'est pas visioconférence, il est important de commencer en donnant une très bonne impression, en s'assurant que tu souris, que tu as un sourire qui rassure, qui conforte, et également de choisir l'habillement indiqué. Donc, j'aime conseiller aux gens, il faut prendre des couleurs qui sont un peu sombres, mais qui permettent de pouvoir bien vous voir et de vous apprécier. Et ceci est extrêmement important parce que la première impression va déterminer comment les gens vont te prendre. Il est même prouvé qu'en psychologie, lorsqu'on rencontre une personne, on se fait d'abord une première impression et dans la suite, on cherche à confirmer cette impression la plupart du temps. Donc, lorsque tu vas pour bien te vendre, il est important de vraiment soigner, de penser à cette première impression que tu vas donner à ce jury-là lorsque tu seras face à eux. Voilà un élément qui est extrêmement important à considérer. Le cinquième conseil à considérer lorsque tu veux bien te vendre, c'est de travailler ta confiance en toi. La confiance en soi est tout ce qui va te permettre de pouvoir rester vraiment fier et conforme et rester intègre par rapport à tes arguments. Et la confiance en soi, lorsque tu vas à une interview pour bien te vendre, elle est extrêmement importante. La confiance en soi va affecter lorsque tu vas avancer par exemple ton premier prix, ton second prix, c'est-à-dire dans les négociations salariales. La confiance en soi va jouer dans ce sens-là. Et par rapport à la confiance en soi, il est important lorsque tu es en entretien de pouvoir démontrer une attitude positive, de pouvoir démontrer également que tu es une personne orientée solution et que tu vas apporter des solutions à l'entreprise. Rappelle-toi, lorsqu'une entreprise recrute ou lance un recrutement, c'est pour régler un problème. Et ceci doit toujours rester dans ta tête. Et parlant de confiance en soi, la bonne impression rassure et conforte. Donc, il est toujours important de travailler sur le sourire, la bonne humeur, l'empathie et tout ceci va booster ta confiance en toi et la confiance en toi va contaminer les membres du jury et renforcer l'estime qu'ils ont pour toi. Et ceci va ultimement aider à renforcer tes arguments de vente et pouvoir t'aider à obtenir ce que tu cherches, peut-être une augmentation, un meilleur salaire ou simplement pouvoir vendre un produit rapidement. Le sixième conseil lorsque tu veux vendre, c'est de mettre en avant tes points forts. Nous avons tous nos défauts, nous avons tous les points faibles. Mais lorsque tu es en situation de vente, il faut mettre beaucoup l'accent sur tes points forts. Il faut tellement les mettre en valeur qu'on ne voit même pas tes points faibles. Donc le focus lorsque tu vas en négociation, c'est vraiment de travailler pour brand, pour présenter tout ce qui est tes points forts et pour que cela puisse briller blim, 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 dans les yeux de la personne qui va évaluer, qui va finalement accepter ton offre. Donc dans la stratégie de vente, en matière d'interview, il est important pour toi de mettre en avant tes points forts, vraiment de mettre un focus sur tes points forts et cela va permettre au jury d'apprécier positivement et de pouvoir te recruter, t'offrir la meilleure offre salariale. Le dernier élément sur lequel il faut travailler lorsque tu veux bien te vendre, c'est de rester soi-même. Parce que l'on veut vendre, l'on veut mieux vendre, il ne faut pas se dénaturer. Il faut rester soi-même, il faut rester vrai, il faut rester cohérent, il faut rester simple, il faut rester ce que tu es en fait. Parce que plus loin, lorsque tu vas finir de vendre, qu'est-ce qui va se passer après? Tu ne veux pas offrir un mauvais service après-vente. Et le mauvais service après-vente porte toujours préjudice. Lorsque le service après-vente n'est pas proportionnel ou n'est pas conforme à la promesse qu'on a faite, on se retrouve dans une situation où on a des rejets, on a des déconvenues, on a de mauvaises notations, on a des feedbacks négatifs. Donc, il est important lorsque tu vas en négociation, lorsque tu vas te vendre en interview, de rester toi-même. Voilà quelques questions que j'ai voulu partager avec toi sur comment mieux se vendre en situation d'interview. Dis-moi ce que tu penses de ceci et dis-moi selon toi comment mieux se vendre à ton avis. Dis-moi cela en commentaire, partage également ton point de vue. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager, car partager c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@cinepatient.com. Et sur ce, porte-toi bien. Bye bye. La première chose lorsque l'on cherche à retrouver la motivation au travail, c'est de prendre du recul et se demander pourquoi est-ce que l'on n'est plus motivé. Et vraiment, il s'agit de faire un travail d'introspection, d'identifier les causes profondes. Pourquoi est-ce que vous n'êtes plus motivé? Est-ce que c'est la rémunération? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est le patron qui crée un environnement toxique?
Il faut se poser les questions et entrer en soi-même. Et lorsqu'on arrive à vraiment faire ce diagnostic-là, on peut pouvoir mieux appréhender les solutions pour retrouver la motivation. Cela dit, la motivation ou la démotivation, ça arrive à beaucoup de gens. Ça arrive aussi à des personnes comme moi. Un jour de se lever et de dire, on n'est pas du tout motivé pour travailler, pour avancer. Lorsque c'est passager, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est vraiment constant, répétitif, il faut vraiment faire ce recul-là et se demander pourquoi est-ce que l'on n'est pas vraiment motivé. La première chose à faire donc pour régler, pour retrouver la remotivation ou pour retrouver simplement la motivation, c'est de faire un recul, un pas en arrière et de se poser les bonnes questions. La deuxième chose pour retrouver la motivation, c'est vraiment se booster face au manque de reconnaissance. Parfois, on est dans un environnement dans lequel les gens ne valorisent pas le travail que vous faites. Les gens ne vous encouragent pas. Ça peut être simplement dans la communauté, le cercle d'amis ou carrément dans le bureau et les gens ne valorisent pas ou ne vous donnent pas de l'énergie positive pour avancer. Lorsqu'on est face à cela, il faut vraiment arriver à se motiver en se donnant de la reconnaissance, en sortant de ce cercle-là en disant ce n'est pas parce qu'on n'a pas valorisé mon travail, ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas dit bravo, bien fait, que je ne suis pas valeureux, que je n'ai pas de la valeur. Ici, c'est un exercice un peu délicat de pouvoir se séparer du fait que les gens valident ou les gens vous disent yes, tu fais bien, etc. Et se rendre compte qu'au-delà de ça, à part cela, vous avez intrinsèquement une valeur. Et ceci est extrêmement important. Donc, il s'agit ici de vraiment pouvoir se désolidariser de ce manque de reconnaissance qui existe dans l'environnement pour pouvoir entrer en soi-même et trouver les ressources pour se remotiver par rapport au travail. Donc, fais attention. Si tu es dans un environnement dans lequel les gens ne t'encouragent pas, ce n'est pas grave. Moi, j'ai envie de te dire ceci. Si les gens ne t'encouragent pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de la valeur. Ça veut dire simplement que les gens n'ont pas encore vu la valeur que tu fais ou les gens n'ont pas encore vu les solutions que tu résous dans l'entreprise dans laquelle tu travailles et en conséquence, on n'a pas encore jugé le moment opportun de te donner de la reconnaissance. Mais cela ne doit pas te décourager, cela plutôt même doit te donner de la motivation, se dire il faut que je continue pour pouvoir prouver ma valeur à l'entreprise, pour pouvoir prouver la valeur que j'apporte des solutions au projet sur lequel vous travaillez présentement. La troisième chose sur laquelle il faut travailler pour retrouver la motivation, c'est de mieux organiser ses journées. Quelquefois, la démotivation vient parce qu'on a des journées chaotiques. C'est-à-dire, quand tu arrives, c'est le patron qui t'appelle par ici, on te confie tel dossier et tu n'arrives même pas à penser ta journée de bout en bout. Lorsque tu es dans cette situation, il faut simplement penser à mieux organiser sa journée. Par exemple, tu peux commencer tôt ta journée, tu peux penser planifier ta journée en écrivant ce que tu vas faire et tout ceci va te permettre de mettre un peu d'ordre dans ta journée. Tu peux également penser à dire, voilà le temps que je vais allouer au travail par rapport à une tâche spécifique et après avoir alloué ce temps, je vais passer à une autre tâche. Donc, lorsque tu fais cet effort d'organiser ta journée, cela te permet en réalité de pouvoir retrouver un peu de motivation parce que simplement tu auras l'impression et tu auras la réalité que tu contrôles comment ta journée se passe et ceci est très important pour trouver et retrouver la motivation. La quatrième chose à faire pour retrouver la motivation, c'est vraiment de s'entourer de personnes positives. Et j'aime donner cet exemple-là aux gens. Lorsque le poisson est malade, on ne met pas de piqûre au poisson, on change simplement l'eau du poisson. Donc lorsque tu as perdu la motivation, fais faire très attention à ton environnement. Tu es entouré de qui? Tu es entouré de quel type de personnalité, de quel type de gens? Lorsque tu es mal entouré, les gens vont mettre l'énergie négative sur toi. Et ceci est très réel. Dans la vie aujourd'hui, les gens projettent sur vous leur énergie négative. Les gens projettent sur vous ce qu'ils n'ont pas accompli. Les gens projettent sur vous leur insatisfaction. Et lorsque tu es dans cette situation-là et que tu n'as pas de la motivation, il faut faire attention. Regarde les 5 ou 6 personnes avec lesquelles tu discutes régulièrement. Et quelle est l'énergie que ces personnes-là dégagent? Si ces personnes-là donnent de l'énergie négative, tu n'as pas au choix, tu seras démotivé. A contrario, si tu es avec des gens qui te boostent, qui te donnent de l'énergie positive, vraiment de manière positive et de manière sincère, tu vas pouvoir avancer. Et si tu es intéressé à ça, regarde en commentaire, j'ai mis un lien qui te permet de rejoindre notre club qui s'appelle l'énergie, le club qui a du feu, le club dans lequel on se booste, on s'encourage pour réussir chaque jour et chaque matin. Et parlant de motivation, il faut également se tourner vers les personnes inspirantes. Lorsque tu es dans un environnement, il faut chercher à aller vers le haut ou à avancer. Donc il faut identifier les personnes qui sont devant toi et pouvoir t'approcher de ces personnes-là. Lorsque tu es plutôt en compagnie de personnes qui vont te tirer vers le bas,
ce que j'appelle parfois des personnes crabes, c'est que tu ne vas pas avancer, tu n'auras pas la motivation. Donc il est important pour toi d'être entouré de personnes qui vont te pousser, qui vont te tirer vers le haut. Et ceci est très important pour pouvoir retrouver la motivation. La cinquième chose à faire pour retrouver la motivation, c'est de vraiment faire valoir tes talents. Chacun de nous a un talent caché, que ce soit pour faire rire, que ce soit pour distraire, que ce soit pour créer quelque chose d'unique. Nous avons tous un talent. Et lorsqu'on est dans une situation dans laquelle on est démotivé, refaire valoir ce talent est très utile. Ton talent peut être de faire rire les collègues. Ton talent peut être d'avoir la dernière information sur qu'est-ce qui se passe sur la toile, sur Internet. Ton talent peut être de découvrir la dernière méthode, la dernière manière de faire quelque chose dans le domaine. Donc, lorsque tu es en situation de démotivation, il faut trouver l'occasion de faire valoir tes talents. Donc, entre en toi-même et trouve quelque chose qui est unique. Si par exemple tu aimes lire, trouve des occasions pour faire apporter des brins de lecture, des bribes de lecture et de les partager avec les gens pour leur donner plus de tonus, pardon. Et donc, chercher à trouver ces éléments de faire valoir tes talents va booster ta motivation. Mais en faisant cela, rappelle-toi, ce n'est pas forcément pour impressionner les autres, mais vraiment pour trouver des éléments pour t'épanouir, pour faire des choses qui te rendent vraiment bien en toi-même. Et parlons de vraiment faire valoir ses talents, il faut vraiment ici laisser libre cours à ton imagination. Vraiment, laisse libre cours à ton imagination, invente, crée des choses pour te permettre de vraiment libérer le talent qui est en toi. Et tout ceci va te permettre de retrouver la motivation. Le sixième facteur qui va t'aider à retrouver la motivation, c'est de prendre soin de toi. Vraiment prendre soin de toi. Quelquefois, on a tendance à se négliger, que ce soit en dormant mal, en mangeant mal, en ne faisant pas du sport, et tout ceci affecte la motivation. Lorsque le corps ne se sent pas bien, on peut et on ne va pas être motivé. Lorsque l'esprit est inquiet, lorsque on a des soucis, on ne peut pas se sentir motivé. Donc, prends vraiment soin de toi. Pense à un moment, peut-être tu prends un week-end, tu te déconnectes de tout, téléphone, etc. Et tu essaies de retrouver toi-même, de prendre soin de toi. Offre-toi des plaisirs. Si tu aimes du ice cream, comme certaines personnes, ou si tu aimes simplement aller manger de la salade comme moi, fais-toi plaisir, prends soin de toi et tu verras la remotivation, l'énergie va revenir et tu vas pouvoir affronter les choses vraiment avec beaucoup d'énergie positive et d'entrain. La dernière chose à faire lorsque tu n'as pas la motivation, c'est de demander l'aide d'un professionnel. À ce niveau-là, il faut chercher à voir selon la nature du problème. Si c'est un problème de santé, il faut aller voir un médecin. Si c'est un problème de développement personnel ou professionnel, tu peux nous écrire à nous sur vip@l'impatient.com et on va trouver les solutions pour t'accompagner. Mais il est important ici de chercher à se faire accompagner. Lorsqu'on est seul à vouloir résoudre ces problèmes, on se cogne la tête, on fait des erreurs. Il y a des personnes qui ont vécu des situations avant toi. Il y a des personnes qui ont pris part les challenges, les difficultés auxquelles tu es confronté aujourd'hui. Et ces personnes-là peuvent partager leur expérience, peuvent te donner un coup de pouce, peuvent t'inspirer, peuvent te permettre d'avancer. Cela dit, lorsque tu es en face à une situation dans laquelle tu n'es pas motivé, il faut vraiment chercher un accompagnement. Cela peut t'aider à retrouver la motivation et aller plus loin. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment retrouver la motivation au travail. Dis-moi comment tu retrouves la motivation lorsque tu l'avais. Dis-moi cela en commentaire. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker et de t'abonner et de partager, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chavi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écris un commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye. En entreprise, les désaccords ne manqueront jamais. Il va arriver des situations dans lesquelles des personnes vont être en achoppement. Et tu seras appelé en tant que manager ou simplement en tant que leur superviseur à apporter des solutions, à chercher à régler les conflits. La première chose à faire lorsque tu veux régler un conflit en situation professionnelle, c'est de ne pas ignorer le conflit. Lorsqu'un conflit survient, il faut immédiatement se rendre compte qu'il y a un conflit et de ne pas adopter la politique de l'autruche. Donc faire un faux semblant ou un faux fuyant pour ne pas régler le problème. Et cela va sans dire qu'il faut donc immédiatement, lorsque tu découvres un problème, constater le problème et vérifier est-ce que ça nécessite une intervention immédiate. La raison pour laquelle il faut éviter de faire semblant lorsqu'on a un conflit en soi, c'est que ne pas constater, ne pas accepter qu'il y a un conflit peut envenimer la situation, peut rendre le conflit très grave.
Et lorsque le conflit est très grave, cela va empiétrer sur la qualité du travail, sur les collaborations qu'ils doivent avoir et en général sur l'avancement ou bien le développement même de l'entreprise. La deuxième chose à faire lorsqu'il y a un conflit en situation professionnelle, c'est de prendre un peu de temps et de calme. Évidemment, lorsque les collègues sont en achoppement très intense et ça va peut-être jusqu'au mai, là il faut intervenir immédiatement. Sinon, lorsqu'il y a un conflit, il faut patienter, il faut attendre un peu avant de pouvoir inviter les parties à une réconciliation ou de pouvoir régler le problème. Souvent, il faut donner 1 à 3 jours maximum pour pouvoir convenir et mettre les parties ensemble et essayer de trouver une solution au problème. Là où il est important de ne pas directement sauter en situation, c'est que les collègues n'ont pas été digérés, la situation est encore très chaude et confuse et l'ego des différentes parties est encore surdimensionné parce qu'il y a eu un achoppement. C'est-à-dire, chacune des parties va penser et va toujours penser lorsque le conflit est encore chaud qu'il ou elle a forcément raison et ne pas être donc ouvert ou ouverte à une conciliation, à une solution amicale. La troisième chose à faire lorsqu'on veut régler un conflit au bureau, c'est d'inviter les différentes parties à la discussion. À ce niveau-là, il faut penser et chercher un endroit relativement neutre dans lequel tu invites les parties en conflit pour pouvoir échanger. Ici, la clé lorsque tu invites les différentes parties à un endroit neutre, c'est de les écouter. Et il faut s'assurer que les différentes parties savent et ont bien l'impression et dans la réalité qu'elles sont écoutées, qu'elles sont entendues. Et ceci est très important pour pouvoir régler le problème. Il faut donc ici, lorsque tu invites les différentes parties, de pouvoir créer un espace de communication. Parce que lorsque les deux parties n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à dégager ce qui est sous leur cœur ou sur leur cœur, tu ne pourras pas donc régler le problème. Ici, lorsque tu n'arrives pas à créer cette communication, ce sera une tentative à l'échec. Et ce n'est pas du tout bien lorsque tu veux régler un problème de créer un autre problème parce que simplement tu n'as pas créé l'espace pour que les différentes parties puissent échanger pour arriver à une conclusion. La quatrième chose à faire lorsqu'on veut régler un problème, c'est d'éviter des partis pris. Éviter de vraiment prendre une position par rapport à une autre. Dans ton rôle de personne qui veut régler un conflit, il s'agit pour toi d'écouter les différentes parties. Et à ce niveau-là, si tu as besoin de te faire une opinion par rapport à la situation, une opinion, disons, neutre ou ton point de vue, il est plutôt conseillé pour toi de recueillir les avis d'un point ou d'un autre. C'est-à-dire, tu invites les différentes parties séparément et tu les écoutes pour te faire une opinion. Et à ce niveau-là, il faut laisser les différentes parties donc exposer leur version des faits, c'est-à-dire comment elles le sentent. Une manière de le faire, c'est de demander pourquoi la situation a été comme ça et comment tu l'as vécu. Et à ce niveau, donc, tu laisses les parties pouvoir s'exprimer, dégager ce qui est sous leur cœur et cela est très important. Lorsque tu évites de prendre parti, il faut essayer autant que faire se peut de ne pas partager l'information à toute l'équipe ou à la grande équipe. Il faut vraiment rester neutre pour pouvoir concilier les différentes personnes qui sont en conflit. Le cinquième conseil pour régler le problème, c'est de ne pas forcer l'entente. Il y a des personnes qui ne pourront jamais s'entendre et il ne sert à rien de forcer l'entente. Il ne sert vraiment pas à rien de vouloir forcer l'entente. C'est la nature humaine qui est comme ça. Il y a des personnes avec lesquelles on ne s'entendra jamais. C'est la nature humaine, il faut l'accepter comme cela. Mais lorsque tu es en situation de conflit, que tu veux régler un conflit en situation professionnelle, il faut se rendre compte que tu dois chercher à faire des compromis avec ces différentes parties qui ne pourront jamais faire la paix et être en situation de lune de miel ou bien bras dessous, etc. Donc ici, il est vraiment important de te rendre compte de est-ce que j'ai affaire à une situation dans laquelle ces parties-là, ces différentes personnes ne pourront jamais s'entendre. Et lorsque c'est le cas, il faut vraiment simplement chercher à faire un compromis au lieu de chercher à forcer les gens à faire la paix. Le sixième conseil pour régler les conflits, c'est de rester concentré sur l'objectif. Lorsqu'on est en situation professionnelle, quel est l'objectif? L'objectif, c'est entre autres de permettre à ce que les projets puissent avancer, de permettre à ce que l'entreprise puisse progresser, de permettre à ce qu'on puisse vendre, puisse grandir, etc. Et donc, il faut rester vraiment focus sur cet objectif-là en cherchant tout le temps réconciliant les gens, en cherchant à régler le problème. Il ne faut pas être distrait à voir telle sensibilité, la personne n'a pas été contente, la personne a tel problème. Non, il faut rester concentré sur comment on règle le problème pour que cela puisse permettre à l'entreprise, à l'organisation d'avancer, au projet de pouvoir faire des pas en avant. Et donc, il faut, en tant que personne qui va régler un conflit, rester extrêmement focus. Le dernier conseil pour régler un conflit, c'est de prendre les dispositions pour que ces conflits-là ne surviennent plus dans le futur.
Lorsque on a affaire à un conflit, ce qui est intéressant, c'est qu'un conflit actuel dispose en lui-même tous les éléments, presque tous les éléments pour prévenir un prochain conflit à l'avenir. Donc après avoir résolu un conflit, il faut que tu fasses un pas en arrière pour t'asseoir, pour réfléchir à quelles sont les choses qui ont été faites, quelles sont les situations qui étaient là, qui ont créé ce terreau de conflit. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Est-ce qu'il faut faire des activités, par exemple, pour renforcer la cohésion de l'équipe? Est-ce qu'il faut faire des choses pour créer une ambiance de familiarité, une ambiance de soutien, pour renforcer la synergie de l'équipe, ou faire des choses pour permettre aux gens de pouvoir s'exprimer, de dégager leur opinion, de pouvoir se vider plus régulièrement? Et donc, lorsque tu as un conflit devant toi que tu as résolu, il faut immédiatement penser à quels sont les enseignements que tu tires pour qu'un tel conflit ou un conflit en général ne survienne plus dans le futur. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment régler un conflit. Si tu as trouvé de la valeur à cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner. À ton avis, quelle est la source des conflits en milieu professionnel? Dis-moi cela en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, rappelle-toi de partager, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne le professionnel compétent à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écrire en commentaire privé ou sur VIP@limpatient.com. Et sur ce, portez-vous bien.